Bonsoir, bienvenue à tous. Dans le cadre de sa politique de développement durable, le gouvernement en Conseil des ministres, le 7 mai 2025, a annoncé engager une réforme majeure du secteur des hydrocarbures. L'objectif visé est d'accroître la disponibilité et l'accessibilité du gaz domestique, de promouvoir son utilisation en remplacement de sources d'énergie traditionnelles, notamment le bois de chauffe. Ceci participe de la protection des forêts et de l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, particulièrement en zone rurale. Par son contenu, la dite réforme consiste, mesdames et messieurs, à mettre en place un système d'approvisionnement centralisé par la Société dépôt pétrolier du Bénin, qui sera propriétaire des bouteilles uniformisées. Le remplissage et la sécurité des emballages révèlent de la responsabilité des gestionnaires des centres d'emplissage. Ce soir, nous allons, avec l'invité, explorer la portée sociale de la mesure et son incidence sur le coût de vie. Vous le savez, nous sommes vendredi et tous les vendredis, nous recevons M. Irénée Agossa. Bonsoir à vous, M. Irénée Agossa. Bonsoir, Madame Angèle. Merci d'être avec nous ce soir C'est moi qui vous remercie. pour explorer les impacts de cette mesure gouvernementale. Alors, d'entrée, en votre qualité, à vous, d'ancien directeur de l'ES Sonacop, Monsieur Agossa, quelle est votre lecture de la réforme opérée dans ce secteur des hydrocarbures? Madame Angèle, je peux vous rassurer que cette réforme est la bienvenue. Parce que le secteur a connu, après le monopole de la période révolutionnaire, a connu une libéralisation qu'on qualifiait de libéralisation sauvage. Nous sommes le seul pays dans l'UEMOA où, après le système du monopole, comme je l'ai dit, la libéralisation a été effectuée dans le secteur de l'approvisionnement, c'est-à-dire de l'importation, ensuite au niveau du stockage, au niveau du transport et au niveau de la distribution. Aucun pays de l'UEMOA ne le faisait. Ce qui fait que nous étions dans une situation compliquée. En plus de ça, nous avons l'envahissement du produit frelaté qui venait du Nigeria et qui occupe de contrebande et qui occupe plus de 90% du marché. Donc, ce qui créait un manque à gagner énorme à l'État. Aujourd'hui, la réforme a corrigé cette libéralisation sauvage. La réforme a fait en sorte que l'approvisionnement ne se fait plus par chaque petite société. L'approvisionnement a été réorganisé. Ensuite, la réforme a fait en sorte que, au niveau du stockage, la société a été créée, c'est-à-dire une société de dépôt et pétrolier du Bénin SA, et qui s'occupe du stockage. Même chose en ce qui concerne aujourd'hui les bouteilles de gaz. Ceci a été confié à cette société de manière à ce que cette injustice presque sociale qui se déroulait dans le secteur où les sociétés n'avaient pas l'obligation de distribuer le gaz un peu partout. Donc, vous n'avez pas cette facilité d'avoir le gaz compte tenu de votre position géographique et des fois aussi compte tenu de votre rang social. Parce qu'il n'y avait que des bouteilles de 6 kilos et des bouteilles de 12 kilos, où l'accessibilité était compliquée. Donc, il faut régler tous ces problèmes-là. Donc, vous voyez comment la réforme était utile. Ensuite, il s'agit aussi de régler
le problème du flux du paillon, c'est-à-dire l'essence de contrebande, et permettre à ce que les sociétés pétrolières puissent être rentables pour l'État. D'autant puisque, actuellement, l'État est en train de perdre près de 300 milliards de francs CFA par an dans ce secteur, qui est dans la main d'une minorité et qui gère ça, qui ne paie pas d'impôts et qui, en fait, utilise des gens qui n'ont pas une couverture sociale et qui sont des gens qui sont régulièrement malades, d'autant plus qu'ils passent tout leur temps à absorber l'odeur de l'essence qui est toxique et qui crée le risque, en fait, de pollution atmosphérique dans leur environnement. Donc, tout ceci fait que la réforme était opportune et ce que le gouvernement a fait aujourd'hui est très, très utile pour le pays. Et quelle est cette incidence que vous voyez sur le coût de la vie? L'incidence est claire parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose sans l'énergie. J'ai posé la question à un jeune, par exemple, de dire quelles sont vos priorités. Je dis priorités. C'est un exercice que vous faites souvent, M. Agosa, aux jeunes à qui souvent, vous posez des je leur questions. pose la question, mais quelles sont vos priorités? Il dit, dès que la fin du mois vient, je dis un jeune qui a des responsabilités déjà, dès que la fin du mois vient, je paie le loyer. La deuxième chose, je me rassure que j'ai du carburant dans ma moto ou dans la voiture. La troisième chose, je me rassure que j'ai assez de possibilités pour mettre des crédits dans mon téléphone. Il dit, la quatrième chose, je fais en sorte que je sois capable de cuisiner à la maison, c'est-à-dire que j'ai le gaz. Donc, avant que les autres charges ne viennent. Mais il dit, dès que j'ai ces quatre choses-là, je me sens libéré. Ça, c'est ceux qui ont de responsabilités. Les jeunes qui n'ont pas d'autres encore de responsabilités, qui sont encore avec les parents, il y a, à part le loyer, il y a qu'il faut mettre du carburant dans la moto ou dans la voiture, ou bien se déplacer à Zémidia, etc. Deuxième chose, il faut absolument que le téléphone travaille, qu'il soit en communication. Et la troisième chose, ils disent, il faut qu'on arrive à participer au paiement d'électricité et autres dans la maison et payer le gaz. Et quand vous voyez tout ça, vous allez voir l'importance de l'hydrocarbure dans la vie de ce jeune. L'hydrocarbure intervient dans la production de l'énergie, parce que nous produisons l'énergie ici sur la base du gasoil et du gaz. Donc l'hydrocarbure est capital. Ensuite, vous voyez l'hydrocarbure dans le gaz qu'il utilise pour pouvoir préparer dans sa famille. Vous voyez l'hydrocarbure aussi dans la moto qu'il doit conduire ou bien dans la voiture. Donc, c'est partout. C'est transversal dans le système économique. Donc, ce jeune ne peut pas vivre si on ne gère pas bien l'hydrocarbure et que cela impacte positivement sa manière de pouvoir gérer son quotidien. Donc, avec cela, la réforme a un impact terrible si nous ne prenons que le secteur du gaz, que vous avez su bien dit dans votre introduction. L'injustice qui était de ce côté faisait que nous n'avons pas la possibilité d'avoir une consommation élevée avec le système passé. Le système actuel qui est dans la projection d'avoir une augmentation de consommation a pour héritage un système qui nous amenait simplement à consommer à peine 25 000 tonnes de gaz par an. Or, au moment où le Togo, à côté, consomme 60 000 tonnes de gaz, la Côte d'Ivoire, 100 000 tonnes. Si je donne ces chiffres, c'est pour vous dire que le principe de consommation de gaz n'est pas encore totalement dans nos habitudes dans les foyers et dans les familles au Bénin. Du coup, nous avons très peu d'opérateurs qui s'intéressent à notre marché parce que ce marché
n'est pas un marché important et qui fait que nous sommes dans la logique de subventionner à tout moment et permettre à ce que les populations ne soient pas dans des difficultés énormes. Parce que le marché n'était pas intéressant. Nous n'avons pas de gros volumes qui viennent. Et nous sommes dans un système concurrentiel avec le Togo, la Côte d'Ivoire et l'environnement. Le Nigeria qui en produit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous payons cher. Donc, pour que les populations s'en sortent, il faut que l'État subventionne. Donc, l'État subventionne des milliards. Voilà déjà un impact. Et pour corriger cela et que le prix soit très abordable, l'État a vu qu'aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur les bouteilles de gaz et permettre à ce que les populations aient accès à ces bouteilles. En faisant quoi? En créant désormais cette société qui existait et en lui donnant désormais le monopole de ces bouteilles de gaz et avoir les bouteilles de 1,5 kg et les bouteilles de 3 kg qui vont permettre à ce que les populations de nos campagnes, surtout au-delà de Boycon jusqu'au nord, à l'exception de Parakou, soient capables de payer ces bouteilles qui seront subventionnées et permettre à ce que d'ici 3 ans, nous soyons dans une capacité de consommation de 100 000 tonnes. Donc, l'objectif est que nous quittons les 25 000 tonnes pour 100 000 tonnes. Donc, avec cette réforme, si nous sommes à plus de 100 000 tonnes, vous voyez déjà que le prix de ces bouteilles chargées de gaz serait moindre. Et déjà, avec cette réforme, la bouteille de 6 kilos, qui est partout aujourd'hui à 5 000, serait à 4 000 francs CFA. Voilà un impact positif et qui permet déjà de régler des problèmes énormes, surtout en ce qui concerne la santé publique. Parce que ça remplace la consommation de bois de chauffage qu'on utilisait pour préparer et cuire les choses. Ça fait que ce remplacement règle un problème de santé publique, comme je le disais, qui est lié aux maladies respiratoires. Parce que la fumée qui est dégagée, vous voyez la bonne dame qui a son enfant au dos et qui se met toujours à préparer avec le bois la fumée qui se dégage, ça fait que l'enfant déjà a des problèmes de respiration et nous avons autant d'enfants aujourd'hui dans la situation de maladie, la maladie d'asthme et qui crée des problèmes à cet enfant pour le futur. Donc, nous réglons un problème de santé publique. Ensuite, nous réglons un problème d'inégalité au niveau national. Hein? Donc, pour permettre à ce que ceux qui doivent avoir accès à ce produit aient facilement accès au produit et que désormais, nous soyons dans la logique de la lutte contre la désertification. Donc, le gouvernement a bien introduit alors cette réforme qui impacte directement, je veux dire, les populations et qui ne néglige aucune couche des populations. Le défi, M. René Agossa, restera la maîtrise du flux, notamment le commerce illicite, les transits. Quelle sera ou quelle est cette politique du Bénin vis-à-vis de ses voisins qui, évidemment, étaient des fournisseurs illicites dans ce secteur? Le Bénin est un pays qui a une position géographique très avantageuse. Mais cette position géographique a aussi des inconvénients. C'est que nous sommes un pays de transit pour les pays de l'Interland. Donc, les pays tels que le Niger, le Burkina et le Mali, et s'approvisionnent en produits et pétroliers à partir du port de Cotonou. Les gens souvent vous dire que les relations entre nous et ces États sont des relations difficiles. Je peux vous rassurer que les échanges entre nous et ces États sont des échanges qui se sont maintenus malgré tout, parce que vous voyez circuler dans la ville les citernes d'immatriculation du Mali, du Burkina, etc. Donc, ils font leur production, ils réalisent leur consommation de produits
d'hydrocarbures à partir de notre port et en quantité énorme, parce que c'est des millions de tonnes et qu'ils prennent chez nous par an. Donc, ces pays nous permettent d'avoir une recette importante dans ce domaine. Ce qui est aussi important, c'est le Nigeria. Le cas du Nigeria est particulier parce que le Nigeria produit alors l'hydrocarbure. Et ceci, toutes les qualités. Et les gens, par des méthodes frauduleuses, arrivent à envahir notre marché par l'essence frelatée, ce qu'on appelle communément le paillage chez nous. Donc, cela nous fait perdre, comme je vous avais dit tout à l'heure, plus de 300 milliards de francs CFA par an. Et ce qui est dans la main de quelques-uns et qui enrichit quelques-uns. L'État, aujourd'hui, a vu qu'il faut mener une réforme dans ce sens, dans le sens, bien sûr, de la correction et la maîtrise du flux de ce produit et pour permettre à ce que les sociétés pétrolières chez nous ne soient pas en faillite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis déjà en place, et c'est très positif, les mini-stations que vous allez voir déjà installées à Cotonou. Si mes chiffres sont corrects, puisque sous réserve que les spécialistes puissent confirmer, je pense que le projet, c'est 2000 mini-stations dans tout le Bénin. Le projet a déjà installé plus d'une centaine dans la ville de Cotonou et de même dans la ville de Abomey-Calavi. Cela permet de réorganiser la distribution de ce produit et faire en sorte que le transport et le stockage soient aussi contenus et maîtriser le prix de ce produit. C'est ça ce qui se passe. Donc, la répression militaire qui se faisait en temps a été stoppée. Ce n'est pas la bonne méthode. L'État a compris aujourd'hui qu'il faut réorganiser le secteur en mettant en phase avec ceux qui sont opérateurs de ce secteur et ceux qui vivent de ce secteur. Parce que nous avons des milliers de Béninois qui vivent de ça. Malheureusement, c'est dans l'informel. Ils ne sont pas sécurisés. Ils ne peuvent pas être soignés. Ils ne permettent pas à ce que l'État collecte les impôts pour pouvoir assumer ses responsabilités. Donc, à ce niveau, l'État est en train de jouer son rôle et cette réforme aussi est en train de porter ses fruits. Et aura d'impact positif sur la population quand nous allons pouvoir récupérer tout au moins 75% de ces 300 milliards et faire en sorte que les gens qui sont dans ce secteur soient pris en compte dans le cadre du soutien social. Et là, c'est important, c'est ce qui se fait là maintenant. Donc, le Nigeria est un couteau à double tranchant. Si nous ne prenons pas des mesures, le Nigeria va nous faire perdre souvent beaucoup d'argent. Mais si nous jouons avec le Nigeria en tenant compte de la réalité de chez nous et que nous prenons des mesures adéquates, comme ça se fait maintenant, c'est nous qui allons bénéficier entièrement du Nigeria. Et c'est ça qui se fait grâce aux réformes du président Patrice Talon, qui est dans la logique parfaite de satisfaire les populations et de leur faciliter la vie. Au vu de l'historique que vous venez de faire, M. Irénée Agossa, est-ce que cette réforme qui vient se rajouter aux précédentes dans le secteur est suffisante pour empêcher les Béninois de rechigner ou d'en réclamer plus? Elle est largement suffisante parce que vous savez, quand vous êtes dans le domaine de l'hydrocarbure, je vous parle en qualité d'ancien directeur de l'ES-Sonacop. Quand vous êtes dans le domaine de l'hydrocarbure et que vous maîtrisez le secteur de l'hydrocarbure, vous avantagez tout dans le pays. Savez-vous que la construction des infrastructures ne peut pas se faire sans les hydrocarbures? Vous savez, tout ce que vous avez comme engin qu'on utilise dans la mise en place des infrastructures routières et autres consomme de l'hydrocarbure. Donc, il faut que la maîtrise de ce prix soit pour que l'inflation ne gagne pas le terrain. Et ceci est d'autant plus capital que pour supporter les chocs sur le plan international en ce qui concerne l'augmentation du prix du baril et la variabilité aujourd'hui du dollar
face aux différentes crises qui existent, telles que la crise entre l'Ukraine et la Russie, la crise est aujourd'hui en Israël qui implique l'Iran dans le secteur, vous allez voir que le Bénin, malgré ces crises, nous sommes restés stables en matière de prix d'hydrocarbures. Allez dans la sous-région, tout le monde a subi ce choc. Nous sommes restés stables, d'autant plus que la politique de stabilisation du prix a été organisée par le gouvernement actuel. Donc, dès que vous maîtrisez ce prix, vous réglez le problème d'investissement dans le pays, vous avantagez les entreprises dans tous les secteurs dans le pays, vous leur permettez d'avoir une stabilité en ce qui concerne les projections et vous favorisez la croissance économique, vous favorisez la création de l'emploi, etc. Aujourd'hui, avec cette réforme, quand nous aurons les différents centres d'emplissage un peu partout, avec les centres de stockage qui seront décentralisés dans les départements, c'est la création de l'emploi pour les jeunes du secteur et les femmes de ce secteur. Nous aurons encore une facilité d'investissement dans les entreprises, car dès que vous avez l'énergie disponible dans un secteur, l'investissement arrive facilement. Mais le problème qui se pose quand vous doutez de ça, c'est clair, vous doutez du fait que malgré ça, est-ce que ça ne va pas pousser le Béninois à finir par dire « enfin, on est sauvé ». Le Béninois, il y a certains qui vont vous dire « non, nous ne sommes pas sauvés » parce que les efforts qui se font aujourd'hui ne vont pas dans leur sens, ne vont pas dans le sens de ce qu'eux, ils avaient vécu depuis 20 ans, 30 ans. Je vais parler de ceux qui sont aujourd'hui au niveau de 50 à 50, 60 ans, etc. Ceux-là ont vécu dans un système informel qui créait la richesse autrement et qui distribuait cette richesse d'une autre manière et créait des inégalités. Cette réforme ne serait pas discréditée et serait soutenue par tous les jeunes, par exemple, de 20 à 40 ans, à 45 ans. Ceux-là seront engagés. Tous les jeunes que vous allez voir qui ont entre 20 ans, 18 ans, 19 ans et 30 ans, etc., sont engagés parce que cela les favorise. Et d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ils seront en phase avec les réformes actuelles. Si nous sommes par exemple dans le domaine du gaz, 3 ans maintenant, la projection est faite pour que nous soyons à un niveau de 100 000 tonnes de consommation. Et ça, c'est pour qui? C'est pour ceux qui vont venir. Mais ceux qui, de notre âge, et qui vont dire, à qui vous allez dire 3 ans, eux, ils se disent que nous sommes en train de finir. Ils veulent ce que nous appelons chez nous le sotia lucha. Or, le sotia lucha ne marche plus maintenant. Il va falloir que nous travaillions et que nous soyons encore dans l'effort continu. Si moi je suis accusé par certains, c'est parce que je soutiens ces réformes. Des amis m'appellent pour dire, mais pourquoi toi tu soutiens ces réformes? Continuons à faire ce qu'on faisait en temps, comme de la manière dont les parcs d'automobiles étaient gérés, de la manière dont le port était géré, et certains avaient les moyens sur eux, et que d'autres ne s'en sortaient pas, et qu'une minorité s'emparait, bien sûr, de la richesse nationale. Et ça avantageait certains. Et ceux de notre génération ont connu ça durant 30 ans. On n'était pas partisans. Donc, je dis, il faut aujourd'hui muter. Il faut accepter cette mutation. C'est ceux-là qui sont en train toujours de se plaindre. Et c'est ceux-là qui sont majoritaires dans les bureaux, les structures dirigeantes des partis d'opposition. Voyez leur âge. Voyez tous leur âge. Et ceux qui parlent là, vous allez voir qu'ils sont de la catégorie dont je vous parle, de 50 à plus. Et ceux-là même qui ont plus de 70 ans, 20 ans, qui n'ont connu que ça toute leur vie, ils sont embêtés. Ils vous disent même qu'ils sont étouffés par le système actuel parce qu'ils n'ont plus d'espace pouvant leur permettre de jouir de l'État comme ça se faisait. Une réforme donc en définitive qui règle beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et c'est bien choisi d'ailleurs par le gouvernement pour que le social ait vraiment un véritable visage. Il faut absolument passer par cette réforme. Donc, le vrai visage du social est celui-là. Et le président Talon l'a porté maintenant.
Et nous devons être patients et continuer dans ces réformes pour que d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, que ça puisse marcher. C'est pour cette raison que nous, au niveau de l'UP, le renouveau, nous sommes dans cette lancée. Nous sommes dans cette lancée. Je vous parle toujours de la production énergétique par le gaz. Et là, c'est l'autre volet. Nous allons encore mettre l'accent sur le transport. Au niveau du secteur, nous allons agréer des entreprises de transport, de manière à ce que les camions qui manquent de gasoil au niveau de la zone septentrionale, à des moments donnés, soient rassurés désormais pour que nous n'ayons plus ces ratés dans la production énergétique. On aura l'occasion peut-être de revenir sur cet élément, mais là, le temps imparti est épuisé. Monsieur René Agossa, nous devons donc rendre l'antenne afin de poursuivre les programmes. Merci à vous pour cette pédagogie au sujet de cette réforme initiée par le gouvernement en date du 7 mai 2025, une réforme qui réorganise le secteur gazier. Vous nous avez démontré, Monsieur René Agossa, l'impact social de cette réforme. Et pour ceux-là qui nous ont pris au vol, qui n'ont pas perçu ce que nous disons, vous avez la possibilité de rattraper cette production sur nos plateformes numériques. Merci, Monsieur René Agossa. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec mes invités. À bientôt.